On va s'installer tranquillement. J'ai pas vu de questions sur le groupe WhatsApp. J'ai vu qu'il y avait des questions sur les supports. Alors les supports seront disponibles, donc vous pourrez les revoir parce que il y a sans doute pas mal de choses à reprendre. Alors est-ce qu'il y a un militant qui veut prendre la parole pour partager des idées, poser des questions, témoigner d'une expérience? N'hésitez pas. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Il n'y a pas de micro. Bonjour Frédéric, Pierre-Alexandre, Horticulture et Jardin. Je voudrais, c'est pas une question, c'est très intéressant depuis ce matin, c'est très très riche. Je voudrais juste apporter une observation, c'est que la terre fertile sur laquelle nous vivons a été fabriquée par les microbes et par la végétation. Donc ce sont des êtres vivants dits sans cerveau qui ont permis à des êtres vivants avec cerveau de vivre. Donc je pense que le génie végétal, c'est là où il faut aller chercher les solutions pour demain. Et je voulais juste ajouter une chose, c'est qu'on parle de réserve en eau, de porosité. La réserve en eau et la porosité, c'est une porosité biologique avec des micro-trous qui sont faits par les êtres vivants. La porosité mécanique est une unité de drainage et la porosité biologique est une unité de réserve. Et donc, je pense qu'on n'a pas parlé vraiment. Le travail du sol est le problème. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler le sol, mais qu'il faut le travailler minimum. Quand vous travaillez le sol, c'est comme vous avez un être vivant qui est un chat. Si vous passez le motoculteur sur chat, il ne reste pas grand-chose. Et quand on travaille le sol, on tue 60% de la biodiversité qui est sous nos pieds. Donc ça, je pense que le travail du sol, c'est quelque chose qui est ancré en nous. On bêche, on laboure, c'est depuis 8000 ans, depuis 10 000 ans. Mais c'est un changement de paradigme qui est vraiment important. Et je pense qu'il faut le souligner. Voilà, merci. Je pense que c'est exactement le projet de connaissance. C'est que aujourd'hui, on disait, on avait des abacs pour la gestion de l'eau quand on était dans le tout tuyau. Dans la solution de la ville éponge, on n'a pas encore les abacs. L'importance de la vie biologique du sol, l'incidence de l'enracinement des végétaux sur la capacité d'infiltration des sols, ça a été constaté, je crois, sur le bassin Django Reinhardt. Il y a un bassin pendant 20 ans qui a été suivi. Au départ, il était désherbé régulièrement, et puis on a laissé la végétation pousser. Et finalement, on s'est aperçu qu'on pensait que la végétation allait gêner les capacités d'infiltration du bassin. Et finalement, les résultats des observations, c'est que la végétation a amélioré les capacités d'infiltration, mais du sol. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on manque justement encore de suffisamment d'observations, de mesures pour justement avoir des abacs qui nous permettent de dire dans telle situation, en faisant tel itinéraire technique, on peut atteindre telle performance. Je voudrais proposer une petite réaction aussi sur l'enjeu du travail du sol et d'en finir avec le travail du sol, ou en tout cas celui qu'on m'a appris à l'école avec le fer de bêche et le motoculteur. 2 éléments de réflexion. En Suisse, la réglementation sur les questions de qualité du sol, qualité agronomique du sol, le standard est un cran au-dessus du nôtre. Donc tous ceux qui seraient curieux de voir comment on peut renforcer la pression sur les enjeux de qualité du sol, vous avez vraiment à découvrir la réglementation suisse et le rôle d'un équivalent d'un SPS chez nous, d'un coordinateur SPS pour la sécurité, là-bas existe sur l'enjeu de la qualité du sol. Voilà, je vous renvoie à un garçon qui s'appelle Yannick Poya, par exemple, sur ces sujets-là, qui fait un travail extraordinaire. Donc ça, c'est le premier truc. Et ma deuxième réaction me rappelle la fenêtre d'Overton, qui est qu'est-ce qui paraît censé dans la discussion publique comme ça. Et j'aime beaucoup l'idée qu'il y a 30 ans, interdire les produits phyto en ville, c'était une hérésie totale. Aujourd'hui, c'est même plus un sujet, quoi. Et ben demain, de la terre laissée nue ou du travail du sol destructeur de biodiversité,
pourrait être sanctionnable. Moi, j'aime l'idée en tout cas que demain ça soit aussi évident qu'aujourd'hui on arrête de coller du glyphosate dans un caniveau. Voilà, si on pouvait arriver et décaler les standards comme ça, c'est peut-être juste la suite en fait. Voilà. Alors, ici, monsieur. Oui. Olivier François, pépinière d'altitude et paysages. Par rapport au dernier exposé, il y a une chose qui me manque, à mon avis, peut-être d'une précision. À un moment, vous avez terminé en évoquant le fait que la matière organique qui arrivait donc sur le sol posait problème, alors que juste avant, on a évoqué donc l'importance de la biodiversité et la fonctionnalité de la biodiversité pour la perméabilité des sols. Est-ce que vous pouvez préciser? Oui, bien sûr. Je ne pense pas que la biodiversité. Alors, si j'ai pu être un peu confus là-dessus, je ne pense pas que la matière organique dans le sol soit un problème. Bien au contraire. Non. Le point, c'est que les ordres de grandeur de matière organique modifient le comportement à l'infiltration ou à la rétention ou à la rétention du sol. Ouais. Et donc ça, mon point, il est de bien aligner le à quoi sert l'ouvrage avec comment on va le gérer. Par exemple, si on a besoin si on a besoin de fabriquer une passoire. Il y a un antagonisme avec le fait d'accumuler beaucoup de matière organique en surface avec une litière végétale. Et donc à un moment, le fait de livrer un ouvrage avec cet antagonisme-là est une erreur. Ça, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que soit on dit c'est une passoire, et du coup on fait une gestion d'un ouvrage qui sera une passoire, auquel cas on ne promet pas de la matière organique, soit on dit c'est ok si c'est rétenteur, la priorité elle est à la végétalisation, et auquel cas on ne dit pas c'est une passoire. Voilà. C'est juste là-dessus que j'ai voulu clarifier le propos. Et merci de l'avoir relevé. Alors, y a-t-il une dernière question? On aura d'autres temps d'échange, mais comme on a pris un peu de retard. Pardon. Y a-t-il une dernière question? Oui, bonjour. Oui, alors allez-y. Bonjour, je suis paysagiste dans une collectivité et j'ai beaucoup apprécié votre présentation. À madame qui a présenté une noue en photo avec des avaloirs en cas de deuxième cran. Je me demandais justement si la réflexion en réseau et en schéma directeur était un peu abordée dans vos réflexions par rapport aux écoulements des eaux d'ouvrages de fossé en fossé jusqu'à la rivière ou au fleuve. Alors, évidemment, nous, on a des travaux sur la gestion de l'eau à l'échelle du système d'assainissement et du bassin versant. L'exemple que j'ai pris permettait d'illustrer une notion de niveau. Mais il faut avoir en tête que lorsque votre noue, elle va être saturée, le réseau à l'aval, il va être saturé aussi. Donc en fait, l'idée de se dire, avec mes ouvrages surfaciques, je gère les petites pluies et quand ça déborde, je vais dans le système centralisé. Le système centralisé, il en a déjà plein la gueule. Donc en fait, c'est peut-être une mauvaise illustration, mais ce qui est très important, je crois, et ça c'est la réaction que je voulais avoir sur la notion de niveau de service. En fait, l'ouvrage, on va essayer d'évaluer sa capacité d'infiltration. On va être capable de faire des mesures très fines de perméabilité, mais en quoi cette mesure de perméabilité est représentative de la capacité d'infiltration de l'ouvrage? Et aujourd'hui, il y a un peu de flottement en disant mais on fait des tests de perméabilité, mais ça ne garantit pas que mon ouvrage, dans sa globalité, sur l'ensemble de sa surface, avec les pressions qu'il va avoir, aura cette capacité d'infiltration. Et le vieillissement de l'ouvrage, puisqu'on le voit, la matière organique, des fois on se dit ça va plutôt colmater, saturer, ou d'autres fois, la vie du sol, ça va entretenir la perméabilité. Donc on a quelque chose de très mouvant au niveau du sol. Et on a aussi, ce qu'on ne maîtrise pas, la pluie, ça on l'a tous bien compris, la pluie qui va nous tomber dessus, on ne la maîtrise pas. L'évolution de l'urbanisation et des surfaces raccordées, on ne les maîtrise pas. Donc on est quand même sur des systèmes, même si on a des mesures très fines, on n'a pas un dimensionnement et une garantie de performance possible, me semble-t-il, par rapport à un tuyau. Ok, on pouvait dire à tel seuil, il va déborder. Les ouvrages d'infiltration qui font appel à des fonctions naturelles, je pense qu'on aura toujours du mal à garantir cette performance. D'où l'importance du sujet de niveau de service. Comment mon ouvrage va réagir en fonction de différentes pressions de niveau d'eau, et dans tous les cas, il va déborder. Que ce soit parce qu'il se colmate, que ce soit parce qu'il y a plus de surface, ou que ce soit parce qu'on a une pluie catastrophique. Donc on part d'une hypothèse de départ, on optimise notre capacité de gestion de l'eau avec notre ouvrage, mais c'est extrêmement important d'avoir en tête vers quoi il va basculer. Le raccordement au système d'assainissement, c'est la solution actuelle dans le sens où on a un système en place, et puis on va déconnecter, on va
mettre en place des solutions fondées sur l'intention, à faire du stockage en surface, et puis on se dit, au-delà, on va aller dans le réseau. Je pense que demain, ça va pas être ça le raisonnement. Et la notion de réseau principal que représente la voirie par rapport à l'évacuation des eaux, il faut bien l'avoir en tête. Quand on voit l'aménagement dans le sud, ils ont absolument pas géré ça comme en perception de la façon d'aménager la file. Donc, on peut faire des mesures très fines. On peut mieux connaître la capacité d'infiltration du sol entre ces différentes couches, etc. Dans tous les cas, on est obligé de faire l'hypothèse que ça ne marchera pas ad vitam aeternam. On peut optimiser, entretenir, etc. Et ça, c'est très important. On peut suivre le fonctionnement de l'ouvrage pour voir à un moment donné qu'il ne fonctionne plus, qu'il est colmaté ou qu'il est déstabilisé. Mais je pense que c'est vraiment important de dire on ne conçoit pas un ouvrage pour gérer toutes les situations. Dans tous les cas, ça débordera et dans tous les cas, il faut anticiper le fonctionnement au-delà. Et du coup, tu vois, la mesure, elle est nécessaire, mais peut-être moins si on est dans cette logique. C'est toute la transition entre le tuyau et le vivant. C'est-à-dire que c'est très facile de faire des essais, de modéliser le tout tuyau. C'était quelque part trop simple et super rassurant. Là, quelque part, l'acteur qui va venir nous challenger le plus dans les histoires qui viennent, et c'est pour ça que je vous ai parlé de gestionnaire, c'est les assureurs. Les assureurs, avec le changement climatique, sont en train de complètement changer leur logiciel. Et aujourd'hui, un directeur de la voirie et les élus afférents, ils sont préoccupés par un enjeu d'assurabilité. Et donc, c'est pour ça que, même s'il y a de l'incertitude, il va falloir clarifier ce que l'ouvrage est en capacité de promettre, même si c'est flou, mais jusqu'où. Donc, les différents niveaux de service, à un moment, il va bien falloir les avancer. En tout cas, ce que j'observe, c'est que il y a des acteurs, franchement, quand j'ai commencé à travailler, à apprendre le monde du paysage, je ne pensais pas qu'un jour, les assureurs allaient venir percuter comme ça le champ de pensée de mes clients. Voilà. Et ça, c'est un fait nouveau. Et ce qui est certain, c'est qu'en face de cette réflexion-là, le niveau d'incertitude, il va devoir être pour le moment encadré, même avec toutes les incertitudes liées au vivant. Mais c'est des gens aujourd'hui qui viennent questionner la responsabilité. Et donc, derrière la responsabilité, qu'est-ce qui est promis et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ouais. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que la discussion va s'inscrire. Moi, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que aujourd'hui, on a une réflexion sur un objet qu'on va essayer d'instrumenter. Mais il va falloir qu'on apprenne à penser en réseau, c'est-à-dire comment on interconnecte des surfaces d'infiltration qui, en cascade, vont permettre de voir les choses. À Lyon, il y a un site qui s'appelle la Porte des Alpes, qui a été aménagé, une ZAC de 150 hectares de zone d'activité, dont toute l'eau est gérée de manière par des nous, des bassins qui sont des espaces paysagers, mais il y a un peu plus bas des terrains de sport qui sont des exutoires en cas de saturation du système. Depuis 30 ans que le système existe, il n'y a pas eu une goutte d'eau qui est arrivée sur ces espaces. Pourtant, ils existent, donc ils servent à 100% d'espaces sportifs, mais ils ont été conçus pour une fois, peut-être tous les 100 ans, ça arrivera peut-être un jour, qui récupèrent de l'eau et que pendant un jour ou deux, on ne puisse pas les utiliser. Mais ce système de réflexion, de dire je dézoome mon projet pour le mettre en réseau, en connexion avec quelque chose d'un peu plus réfléchi à l'échelle du territoire, c'est peut-être la solution vers laquelle il faut réfléchir. Et c'est bien la gestion de l'incertitude de l'événement au-delà et de s'assurer que les aménagements qu'on fait ne vont pas générer un risque accru. Et donc là, le côté assurantiel, un risque accru en cas d'événement au-delà ou en cas de saturation ou dysfonctionnement de l'aménagement. Mais par rapport à la rareté du foncier en ville, on ne peut pas dévouer un espace perdu uniquement pour quelque chose qui va arriver tous les 50 ou tous les 100 ans. Et donc, l'idée de la mutualisation, en disant mon terrain de sport ou mon parking qui sera inondé une fois tous les 50 ans, c'est acceptable parce que c'est mon assurance et je limite quand même mes problématiques d'usage et je valorise cet espace pour un autre usage 99,9% du temps. Je pense qu'il y a encore beaucoup de questions, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais il faut qu'on avance parce qu'on est toujours en retard sur notre timing. Alors, je vous remercie, Michael et Elodie, pour votre participation. On peut les applaudir.